Nous tenons à souligner que ce webinaire est commandité par Hollister Incorporated. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Louise Samuel, mieux connue sous le nom de Sam. Louise Samuel est infirmière à l'hôpital général juif de Montréal depuis 27 ans. Elle a passé les 10 premières années à travailler dans un département de chirurgie cardiovasculaire, maxillofaciale, colorectale et chirurgie générale. En 2007, elle a gradué du programme de stomothérapie de l'Association canadienne des stomothérapeutes. Sam est la conseillère académique francophone pour le volet stomie à l'Institut d'enseignement en plaie, stomie et continence. Elle est préceptrice pour les étudiants de l'Institut et est aussi membre du comité organisationnel de la Conférence nationale des infirmières spécialisées en plaie, stomie et continence Canada, ISPSCC. Elle est présidente de l'Association des infirmières et infirmiers stomothérapeutes du Québec, AIISQ. Au fil des ans, elle a participé à de nombreux comités consultatifs en soins de plaie et de stomie, présentés à la Conférence nationale des ISPSCC et animé des webinaires. Elle est aussi la mère d'un joueur de hockey lacrosse de 18 ans et d'une jeune demoiselle de 15 ans qui fait de la danse. Sam a beaucoup d'énergie et aime s'impliquer dans de nombreux projets. Sam va nous parler aujourd'hui de trucs et astuces pour gérer sa stomie avec succès. Donc, sans me tromper dans les prénoms, Louise Sam, la parole est à vous. Merci. Donc, les objectifs de la présentation, bonsoir tout le monde. Reconnaître les différents types de stomie, se familiariser avec les différents types d'appareillage, se familiariser avec les différents accessoires et comprendre leur usage. On va faire un survol de trucs pour faciliter la vie avec une stomie, la médication, le voyage, les sports, et ensuite de reconnaître les complications les plus fréquentes, être capable de les traiter, d'avoir une certaine autonomie. Donc, reconnaître les différents types de stomie. En fait, à la base, c'est quoi une stomie? Stomie, stoma veut dire bouche de l'intestin. En fait, c'est une ouverture chirurgicale pratiquée pour créer un passage artificiel permettant l'évacuation des déchets. Les stomies, il y en a de toutes les formes, toutes les tailles. Il y en a qui sont rondes, il y en a qui sont ovales, il y en a qui sont faites en Mickey Mouse. Il n'y a pas de sphincter à une stomie, donc on n'a pas de contrôle sur l'évacuation. On nécessite le port d'un sac. Je sais que souvent, dans le cas du spina bifida, c'est pour gérer une incontinence qu'on va avoir une stomie. Donc, pourquoi? Ben, avec un sac, on va plus gérer quand on va avoir la vidange au lieu d'être incontinent un peu n'importe quand. On a un meilleur contrôle de la protection de la peau et un meilleur contrôle sur les odeurs. Donc, souvent, la stomie va faciliter, va donner une meilleure qualité de la vie qu'une incontinence et porter des culottes. Ensuite, les stomies, il y a des stomies gastro-intestinales, il y a des stomies qui sont urinaires. Les stomies gastro-intestinales, il y en a deux types. Il y a les ilio, les colos. Les iléostomies sont sur le petit intestin, ce qui est moins fréquent pour le spina. Mais les colos, la raison pour laquelle j'en parle et je différencie, c'est que maintenant, on a accès à une quantité astronomique d'informations sur le web, sur les réseaux sociaux. Et souvent, les gens, ils font beaucoup de recherches par eux-mêmes. Puis des fois, ils font comme, c'est pas la même chose, ça s'applique pas à moi ou pourquoi que moi c'est différent. C'est juste qu'il faut comprendre que quand on fait des recherches, il faut rechercher la bonne chose et comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Donc, une iléo, une colo, les deux gens, c'est pas pareil visuellement, peuvent se ressembler, mais la vie, la gestion est différente. Donc, même dans une colo veut dire colon, sur le gros intestin, c'est d'avoir un sac, une stomie là. Même, il y a 4 partie au gros intestin, donc l'ascendant, le côlon transverse, le descendant, le sigmoïde, et tout dépendant où la stomie est, il va y avoir une différence dans la consistance des selles parce que le petit intestin, lui, il déverse dans le gros intestin les déchets et l'eau. Et la job du gros intestin est d'absorber l'eau. Donc, plus on descend, moins il y a d'eau, plus les cernes sont formées. Donc, tout dépendant où est la colo, les selles vont être plus formées ou non. Habituellement, dans le cas du spina, et pour gérer l'incontinence, c'est des colos qui sont sigmoïdes. Donc, c'est des selles qui sont assez formées. Oui, ils vont avoir présence de gaz parce qu'on est dans le côlon, donc les bactéries, il y a du gaz, des gaz. On peut choisir de porter un sac à vider, un sac qui va être jetable. Donc, c'est de jeter le sac à chaque fois qu'on a une selle. Donc, si on a 5-6 selles par jour, ça peut devenir quand même dispendieux. Ou si on a 1 à 2,
on peut porter le sac jetable. Moi, j'ai beaucoup de patients qui vont faire un sac jetable, un sac vidable, mais quand ils sont en vacances ou dans des occasions spéciales, ils vont prendre un sac jetable. Mais encore là, il faut être capable d'avoir un endroit pour disposer du sac. J'ai une de mes patientes qui m'a déjà dit, elle dit, c'est bien beau, là. Mais elle dit, j'étais chez des amis, puis elle dit, il y avait la belle petite poubelle en osier dans la salle de bain. Elle dit, c'était plus une décoration que d'autres choses. Elle dit, j'étais comme mal pris pour mettre mon sac. Fait que toujours s'assurer qu'on a l'endroit pour être capable de jeter le sac. Il y a des gens qui préfèrent faire de l'irrigation. L'irrigation, en fait, c'est de se donner un lavement le matin, d'attendre que le côlon se vide et ensuite, ben, il n'y a pas de sel pendant 24-48 heures, tout dépendant des patients. L'ilio, iléon, petit intestin, c'est quelque chose qui est moins fréquent avec des incontinences, mais c'est juste de savoir quand vous faites des recherches, l'iliostomie, c'est très différent. C'est quelque chose qui draine 1,5 litres par jour. C'est des selles qui sont très acides, c'est très liquide, euh, presque pas d'odeur puisqu'on n'utilise pas le côlon. Donc, c'est différent. Le troisième type de stomie, c'est sur les stomies urinaires. En fait, c'est quand on a un problème avec la vessie, soit les sphincters, soit la vessie elle-même qui est hyperactive ou qu'on la contrôle pas. Il faut trouver un moyen de sortir l'urine du corps parce que les reins avec les uretères produisent toujours de l'urine et donc on a besoin d'un conduit, on a besoin d'un bout de tuyau pour sortir l'urine. Qu'est-ce qui existe dans le corps qui est fait comme un tuyau? Ben, le petit intestin. Donc, ils prennent un morceau du petit intestin, connectent les uretères là-dessus et l'urine peut sortir. C'est encore un morceau d'intestin, donc c'est encore une muqueuse. C'est pour ça que ça s'appelle aussi un conduit iléal ou une urostomie. La photo, c'est quand on fait en post-opératoire, il va y avoir deux petits drains de plastique qu'on appelle des tuteurs, mais on va les enlever à peu près 10 jours après la chirurgie. J'ai rajouté la diapo ici, parce que s'il y a des gens qui écoutent, qui sont porteurs de stomie ou qui s'occupent de gens qui ont une stomie, c'est juste de s'assurer que vous avez l'aide financière auquel vous avez droit. Si la stomie est permanente, la RAMQ, c'est 1298. C'est pas encore énorme, ça coupe pas tous les frais, mais déjà là, on a réussi à faire monter ça en demandant les factures de tous nos patients. On a milité beaucoup pour faire monter. Et s'il y a une stomie temporaire, c'est 865. Si jamais la stomie temporaire, parce qu'au début, on n'est pas sûr si on veut la garder, mais qu'elle devenait permanente, c'est rétroactif. On va aller chercher, le RAMQ va redonner l'argent de la journée où la stomie a été faite. Si jamais vous avez des assurances privées, sachez qu'il faut garder ces factures jusqu'à ce que vous atteigniez le montant forfaitaire de la RAMQ. Ensuite, les assurances privées vont payer. Et ce qui est important, le crédit d'impôt. Beaucoup de patients oublient qu'ils ont accès à un crédit d'impôt. Si vous avez une stomie pour au moins 1 an, vous pouvez aller sur le site de Ostomy Canada, Société canadienne des personnes stomisées. Il y a un beau pamphlet, même sur l'Association des personnes stomisées du Québec. Il y a aussi une aide pour comment remplir le formulaire. Ça s'appelle un crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais c'est pas le mot de choix, mais pareil, c'est pour savoir qu'on a le droit et c'est rétroactif. Moi, je suis capable d'aller chercher mes patients jusqu'à 10 ans à l'arrière. Donc, vous pouvez demander de l'aide, il faut que ça soit signé par votre médecin. Si vous avez une stomothérapeute, souvent, on va aider à le remplir si vous avez besoin d'aide pour le faire. Donc, important, si jamais vous l'avez jamais fait, d'aller demander les sous auxquels vous avez droit. Les caractéristiques d'une stomie normale, rouge humide, idéalement, elle doit sortir de la peau. Fâchez-vous pas si la vôtre, elle sort pas. On est tous anatomiquement faits différents. Il y a des gens qui ont des plus grosses bédaines, des plus petites bédaines. Il y a des gens que juste à l'intérieur, les vaisseaux sanguins qui sont accrochés, qui s'appellent le mésentère, à l'intestin. Des fois, le chirurgien ne pouvait pas tirer autant qu'il voulait. Il peut avoir 1 ou 2 ouvertures. D'habitude, pour une stomie qui est permanente, il y a une ouverture. C'est une stomie, on voit juste un trou. Dans le cas des stomies qui sont temporaires, souvent, ils vont en avoir 2. Ce qui est important de retenir de cette diapo-là, c'est la peau péristomiale doit être intacte. Quand on dit péristomiale, c'est la peau autour de la stomie. Il faut qu'elle soit intacte. C'est pas normal d'avoir des rougeurs. Faut pas garder ça, endurer ça. Vous savez, quand on a une incontinence fécale ou urinaire puis qu'on est rouge, mais souvent, on va mettre de la peau, on va traiter, on va essayer de nettoyer. C'est la même chose avec une stomie. J'ai mis cette diapo-là juste pour montrer c'est quoi la construction. C'est vraiment le bout d'intestin qui est amené à la peau et c'est viré comme une manche et c'est cousu à la peau. C'est ça, une stomie. Donc là, on va aller avec les différents types d'appareillage. Vous avez le choix. 1 pièce, 2 pièces. Il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non, c'est un choix personnel. Le sac, on peut voir le sac avec la collerette.
et le champ protecteur avec la collerette. Je sais que souvent, dans le jargon, les gens ils appellent la collerette ce qui colle sur la peau, mais la collerette, c'est vraiment le morceau en plastique, le Tupperware, en fait, qui fait que le sac colle sur le champ protecteur. Et il y a des gens qui aiment le deux pièces, les gens qui ont des gaz. Je trouve que c'est plus facile de l'ouvrir pour évacuer les gaz au lieu d'avoir à ouvrir le sac par le bas. Il y a des gens qui préfèrent le une pièce, ils préfèrent que tout est d'un bout, tout arrive collé ensemble. Ils trouvent que c'est plus bas à l'abdomen en type de profil, que ça leur dérange pas de vider les gaz s'ils ont des gaz par le bas. Souvent, les patients me disent, oui, mais Sam, il doit y en avoir un qui est meilleur que l'autre, là. Puis souvent, je leur dis, c'est comme un peu de paire de bobettes. Tu sais, il y a des hommes qui aiment les bobettes bien serrées, il y en a qui aiment le boxer bien, bien lousse. Puis chez les femmes, ben, il y en a qu'on est bien dans les bobettes en coton qui montent jusqu'au nombril, puis il y en a qui aiment le G-string. Les deux sont bons, c'est un choix personnel. Vous prenez ce qui, dans ce type-là, une pièce, deux pièces, c'est vraiment un choix personnel. Les types de sacs, la même chose, choix personnel. Les sacs qui sont vidables, mais on peut avoir un velcro, on peut avoir avec clamp. Les deux sont bons, ça dépend de la dextérité, ça dépend avec quoi on est confortable. On peut avoir un sac qui est opaque, un sac qui est transparent. Il y a des gens qui aiment ça, savoir ce qui se passe, qui veulent voir. C'est plus facile à savoir quand vider le sac. Il peut avoir qu'un filtre, sans filtre. Le fil permet de filtrer les gaz. C'est un fil qui est au charbon. Donc, les gaz, l'air va sortir, mais pas l'odeur. Il y a des gens qui aiment avoir ça. Il y a le sac fermé, tantôt que je parlais, c'est un sac qu'on peut pas vider, donc il faut le jeter à chaque fois. Il faut toujours faire attention au coût. Il y a des gens qui préfèrent ça que de le vider. Et le sac pour l'urine, mais lui est différent. Il y a comme une valve dans le bas. Et ils ne sont pas interchangeables. Quand on a un sac fécal, ça prend vraiment une ouverture ou fermée. Puis quand on a pour l'urine, c'est vraiment celui avec la valve. La raison pour laquelle on peut pas prendre celui avec velcro pour l'urine, c'est que le sac à urine a une valve. Il y a un anti-reflux dedans. Ça veut dire que quand on se couche, l'urine ne reviendra pas sur la stomie pour remonter. Donc, le sac qui est comme fait à plusieurs épaisseurs, l'urine circule et s'en va dans le fond du sac, elle ne peut pas revenir. Ensuite de ça, les champs protecteurs, en fait, ce qui colle. Là, on a moins de choix. Là, c'est vraiment notre bédaine et notre abdomen et le type de stomie qu'on a qui va décider lequel qu'on a besoin. Celui d'en haut, on appelle ça un champ qui est plat. Vous voyez, c'est plat. L'autre, c'est convexe. C'est fait un peu comme une assiette et c'est rigide. Il y a une partie à l'intérieur de plastique et ça, c'est rigide. Donc, pourquoi un? Pourquoi l'autre? Quand on a une belle bédaine qui n'a pas de pli, une belle stomie qui sort comme ça, un appareil qui est plat, ça va bien. Quand on a une stomie qui a l'air un peu plus de ça, comme la stomie du milieu qui est plus plate, puis qu'on a un abdomen qui est quand même plus mou, parce qu'on peut faire, c'est que si on met la convexité, elle va pousser sur la bédaine, puis elle va faire que la stomie, elle veut ressortir. Parce que le but, c'est toujours d'essayer de la faire sortir un peu pour que les selles soient projetées dans le sac au lieu d'essayer d'aller glisser en dessous de l'appareillage. La stomie, les deux stomies de droite et de gauche, moi, j'appelle ça des stomies avec un sourire. Voyez-vous les plis? Et quand on est dans le domaine avec les stomies, puis qu'on se décrit des stomies puis j'écris mes notes, moi, je vais utiliser l'horloge. Donc, la tête du patient va être midi, les pieds vont être 6 heures. Fait que je suis vraiment l'horloge. Donc, ici, j'ai un pli à 3 heures, j'ai un pli à 9 heures. Fait qu'on appelle ça vraiment le sourire. Fait que là, ma convexité va me permettre d'ouvrir ces plis-là, puis empêcher que les selles veulent aller s'infiltrer là-dedans. Donc, c'est là qu'on va avoir besoin d'une convexité. Les champs protecteurs, d'un coup qu'on a décidé, plat ou convexe, on a encore un autre choix. C'est un peu comme un menu chez Saint-Hubert. Les choix continuent. Donc, est-ce qu'on veut quelque chose qui est à découper? À découper, ça veut dire que ça arrive, il y a un petit trou de départ, puis ensuite, on coupe à la grosseur qu'on veut. Ça, c'est très pratique pour les stomies qui ne sont pas rondes, parce que c'est pas tout le monde qui est rond. Il y en a qui sont ovales, comme j'ai dit. Il y en a qui ont une petite bosse. Donc, c'est juste de découper. Puis c'est important quand on va acheter, d'acheter la grandeur qu'on a de besoin. Sur le côté de la boîte, je l'ai mis. Vous voyez le petit ciseau? Il y a une grandeur à côté. C'est juste d'acheter quelque chose que la grandeur, vous rentrez là-dedans. Ensuite de ça, les précoupés, il faut que la stomie soit ronde. Quand c'est plat, c'est jusqu'à 44 mm. Puis les convexés, ça va jusqu'à 51. Donc, on peut acheter déjà précoupé, puis c'est vraiment à quelques millimètres, là, 29, 32, 35 mm. On peut acheter, ça arrive déjà, le rond déjà fait. Ensuite de ça, avec ou sans bordure. C'est quoi la bordure? La bordure, c'est la bordure qui est comme plus, je veux pas dire brune, mais comme rosée. C'est une bordure qui est en adhésif. Il y a des gens qui font des réactions allergiques. Moi, je fais énormément de réactions allergiques aux adhésifs. Je ne sais pas, j'ai pas de stomie, mais peut-être que je serais allergique à ça ou que je tolérerais pas ça bien. Donc, le même type d'appareillage existe, mais sans bordure. Donc, on a le choix, bordure ou sans bordure.
pour faire notre choix, c'est important de savoir la taille de notre stomie pour savoir si elle est ronde, si elle est ovale, puis quelle grandeur qu'on a besoin. Donc là, on va aller se familiariser avec les accessoires. Les accessoires, c'est vraiment nos outils. C'est pour ça que j'ai mis la boîte à outils avec le questionnaire. Ça, c'est vraiment pour rendre autonome les gens qui ont des stomies qui sont permanentes. Moi, mes patients, souvent, ils veulent pas venir me voir tout le temps. Je suis là pour les aider. Vous avez les stomos pour vous aider. Mais souvent, les premiers problèmes, ils vont essayer de les régler par eux autres mêmes. Ils ne veulent pas toujours être pris pour venir me voir. Des fois, ils sont pas en ville. Donc, je vais vous donner des outils et pour gérer les problématiques. À savoir que je ne suis pas une grande utilisatrice d'accessoires avec mes patients. Quand mes patients ils partent à la maison, ils n'ont pas beaucoup de choses, mais les accessoires, ils sont là quand on rencontre des problématiques et je suis contente de les avoir. C'est pas de toutes les utiliser tout en même temps. Donc, les accessoires, ça va être vraiment souvent, c'est augmenter le temps de port pour que ma peau demeure intacte. Pour résoudre des problèmes, comme j'ai dit tantôt, c'est souvent mes outils, et pour améliorer la qualité de vie. C'est sûr, si on n'a pas de fit, on a une belle peau, puis la vie va bien avec notre stomie, on a une belle qualité de vie. Premier accessoire, la pâte. Première chose, c'est pas de la pâte, c'est pas de la colle, c'est pas un adhésif. Ça arrive dans un tube, puis quand on y touche, c'est collant, mais ce n'est pas un adhésif, OK? Ce qui fait qu'un appareillage de stomie colle, c'est la partie ronde qui est en hydrocolloïde. C'est vraiment la partie ronde brune, c'est vraiment ça qui fait que ça colle sur la peau. La pâte, c'est un scellant, OK? C'est quelque chose qui est pour remplir les inégalités, c'est vraiment un scellant. Vous savez, le silicone autour du bain, ça fait pas coller les tuiles sur le mur, mais ça l'empêche l'eau de s'infiltrer, par exemple. Ou vous décidez de repeinturer le salon, vous enlevez toutes les cadres, puis vous vous rendez compte que finalement, vous en aviez mis pas mal, puis il y a pas mal de trous. Donc, vous allez boucher les trous. Vous savez, avec la potée, avec la plante, c'est la même chose. C'est fait pour remplir les inégalités. Voyez-vous, j'ai remis la photo de ma photo avec son sourire. On pourra aller mettre la pâte dans les deux trous du sourire, fait que ça va décourager les selles s'en aller par là-bas. J'ai mis aussi l'autre photo, si on va à gauche de ma diapo. J'ai des fois des patients qui m'arrivent, Sam, je t'en ai mis de la pâte, là, ça va coller. Puis en fait, ils en ont tellement mis épais. Puis là, vous voyez, ça, c'est comme ça, là. Mais après ça, il faut mettre ça sur l'abdomen. Donc, en bon québécois, puis je m'excuse pour la traductrice, ça va s'effoirer, il va en avoir partout. Donc, ça va vraiment faire que ça collera pas, puis l'appareillage, il durera pas 4, 5, 6, 7 jours comme on est supposé. Okay? Donc, c'est vraiment un peu à l'ouverture du champ protecteur, que ce soit convexe ou plat. Et quand on a une stomie urinaire, on ne met pas de pâte. Il y a comme une réaction qui se fait avec l'urine et la pâte qui fait qu'elle fait des motons et ça bloque le sac. Les gens ont souvent des problèmes que le sac il bouche parce que la pâte, elle bloque. Dans ce temps-là, on va prendre un anneau. Donc, l'anneau qui est plat ou convexe. L'anneau fait la même chose. C'est un scellant. C'est comme la pâte à modeler. Je vais l'agrandir pour aller autour de mon ouverture. Je peux le mettre directement sur la peau autour de ma stomie. Je peux le briser, rouler des morceaux, puis rentrer ça dans mes trous. Vous savez, mes deux plis. Je peux jouer avec ça. La différence avec la pâte, c'est que c'est la dextérité des gens, le prix, mais aussi c'est que il est plus résistant à l'érosion. Donc, des gens qui ont des fuites, qui ont des problèmes, souvent, on va aller vers l'anneau plus que vers la pente. Mais les deux ont le même principe de régulariser les surfaces puis de empêcher l'urine ou les selles de s'infiltrer. La ceinture, c'est un autre accessoire. C'est souvent pour quand on a mis une convexité. Convexité, là, souvent, c'est qu'on a pesé sa bédaine, puis la stomie à retard. Mais quand on garde nos doigts dessus, on fait « Hey, ça encore mieux ». Donc, souvent, on va attacher une ceinture pour vraiment que l'appareillage tienne bien. Il faut bien l'ajuster, mais il ne faut pas s'étrangler. Quand on met la ceinture autour de l'abdomen, autour de la taille, il faut être capable de rentrer deux doigts entre notre abdomen puis la ceinture pour qu'elle soit pas très serrée. Il y a des gens qui vont aimer le mettre quand ils font du sport, quand ils vont courir, quand ils sont très actifs, puis après ça, ils ne la remettent pas. Donc, c'est au choix. C'est souvent juste une sécurité, puis ça stabilise le sac. Je vous ai mis une photo ici. Voyez-vous, la photo de gauche, j'ai une stomie qui est quand même creuse. J'ai un pli. Donc, j'aurais mis une convexité. Puis, je veux vraiment que mon appareillage, là, il rentre dans mon abdomen. Donc, j'ai attaché une ceinture à ce patient-là. Le prochain accessoire, c'est la poudre. La poudre, moi, souvent, mes patients, ils vont partir avec, puis je leur dis, c'est votre kit de premiers soins. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en termes de crème et compagnie autour de stomie. Fait que c'est comme la première ligne à faire. C'est pour gérer l'humidité. La poudre, il faut voir ça comme des milliers de petites éponges dans une bouteille. Donc, supposons qu'on a une humidité.
on a une irritation autour de la stomie. Pour X, Y raison, la peau est partie, c'est comme une brûlure. Un, ça fait mal. Deux, ça sointe. Quelque chose qui sointe, quand on essaye de coller quelque chose par-dessus, ben, ça colle pas beaucoup, ça diminue notre temps de port. Fait que la poudre, elle, en la mettant sur la rougeur, on enlève l'excédent, on change notre appareillage régulièrement. La poudre va être comme notre première ligne de défense, va absorber l'humidité avant que l'humidité aille attaquer notre barrière cutanée, donc notre champ protecteur. Donc, souvent, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, c'est appliquer la poudre, enlever l'excédent, changer plus souvent. Mais vous avez vu que j'ai souligné quelque chose sur ma diapo. Pourquoi? Pourquoi que ma peau a été mangée? C'est beau de mettre de la poudre, là. Ça, c'est juste un band-aid, c'est un diachylon sur le bobo. Il faut trouver la cause du bobo. Pourquoi? C'est-tu parce que vous étiez en auto, puis ça a coulé, puis vous étiez dans le trafic, puis vous ne pouviez pas la changer, puis les selles ont mangé la peau? C'est-tu quelque chose qui est arrivé juste une fois? Ou c'est-tu quelque chose qui est récurrent? C'est-tu parce que finalement, vous avez besoin d'une convexité? C'est-tu que l'ouverture n'est pas appropriée? Trouvez la cause de cette humidité-là. Là, j'ai mis une autre diapo, trois autres photos. La photo de gauche, j'ai une rougeur, mais c'est sec. C'est une rougeur de pression. Moi aussi, j'ai dit que j'avais une peau sensible. Je suis quelqu'un qui marque facilement. Fait que quand je vais me relever à la fin du webinaire, je vais sûrement avoir le derrière des cuisses rouges parce que j'ai été assis de la pression, mais ça va disparaître. C'est la même chose. Souvent, il y a des gens qui, à cause de l'appareillage qui cause, ça fait une pression. Quand on l'enlève, ben, il y a une rougeur. Puis si on attend 5-10 minutes, la rougeur, elle diminue, elle disparaît. Pas besoin de poudre. La peau n'est pas brisée. La photo du milieu, j'ai un bris cutané, besoin de poudre. À droite, ma peau est saine, pas de poudre. Quand la peau est belle comme ça, là, on n'a besoin de rien. Gardez ça simple. Un soin de semi, c'est quelque chose qui se fait très rapidement quand on n'a pas besoin de mettre trop d'accessoires. Donc, la poudre, on va la mettre aussitôt que la peau devait être guérie. Remettez la poudre dans le tiroir, puis on oublie ça jusque si jamais il arrivait encore quelque chose. C'est vraiment des outils que je vous donne. C'est pas quelque chose à mettre chaque jour. Ensuite de ça, il y a du dissolvant pour l'aérosol. Il existe en petites lingettes, en spray. C'est vraiment, vous savez, des fois, quand on a quelque chose de collé sur l'abdomen, supposons qu'on a le chandail neuf, ça peut faire des petites mousses autour quand on enlève l'appareillage. Ça va faciliter le retrait. Ça va diminuer la douleur. Des fois, chez les enfants, chez des fois des gens qui ont des déficiences, qui n'aiment pas se faire enlever leur appareillage, ben, de mettre du dissolvant, ça va aider à enlever l'appareillage. Les gens qui ont une peau très, très fragile, qui font des déchirures très facilement, ça va prévenir ça. Il n'y a pas d'alcool, ça chauffe pas. Moi, je vais l'utiliser aussi pour mes gens qui ont une forte pilosité pour empêcher que ça arrache trop de poils. Et les gens aussi qui ont tendance à faire des poils incarnés. On appelle ça en vrai terme des folliculites. C'est quand le poil est enraché, il fait une infection dans le trou. Avez-vous déjà eu de la cire? Il y a des gens qui réagissent pas bien à se faire épiler à la cire. Ils font plein de petits boutons après. Mais il y a des gens qui s'appellent la même chose avec les appareillages de stomie. Et souvent, ça m'est arrivé chez des jeunes filles qui avaient juste un petit fin duvet sur l'abdomen. Puis les petits poils, ça leur faisait des petits picots, puis ça piquait. Donc, aussitôt qu'on s'est mis à mettre du dissolvant d'adhésif, facile à dire, ça s'est mis à mieux aller après. Prochain, tampon protecteur pour la peau. Je l'utilise très rarement. C'est vraiment pour créer un film sur la peau. C'est quelque chose qui était très, très, très dans la mode dans les années 2000, je devrais dire. On en mettait sur tout le monde pour se rendre compte d'un certain moment que finalement, c'était pas si bon que ça. Surtout, genre, les gens qui ont des champs protecteurs qu'on met pour longue durée, corps prolongé, ça rapetissait le temps de port. Moi, je vais l'utiliser pour les gens quand il y a des grosses chaleurs, les patients qui transpirent beaucoup, qui font beaucoup de sport. Là, oui, ça aide mon appareillage à bien coller. Ou sinon, c'est pas quelque chose que je vais utiliser d'emblée. Les bandes élastiques, c'est en fait des rallonges. C'est vraiment pour s'acheter du temps. C'est toujours ça un peu au Québec parce que nos appareillages ne sont pas tous couverts, donc ça coûte quand même des sous. Donc, c'est ça, mais c'est surtout mes sportifs ou les gens qui prennent beaucoup de bains, de douches, qui se lavent souvent, les gens qui font beaucoup de sport aquatique. La stomie, l'appareillage à stomie, je vous l'ai dit tantôt, ça colle par le milieu. Mais quand la bordure adhésive, là, le tape autour se met à tout chiffonner, c'est un peu tannant. Donc, la barrière élastique va comme empêcher ça d'arriver. Parce qu'il y a des gens qui vont courir le matin, ils vont prendre le douche, ils vont prendre un spa avant d'aller se coucher le soir. Il y a des gens qui prennent des spas 12 mois par année. Fait que souvent, les bandes élastiques, c'est bon pour ça, pour rajouter du temps à notre appareillage. Les désodorisants lubrifiants, c'est pour vraiment
aider à éliminer l'odeur, faciliter la vidange du sac. Honnêtement, lui, moi, je l'utilise vraiment juste pas plus pour la partie lubrifiant. Les gens qui ont des colostomies, des fois, les selles sont plus dures à sortir, sont plus pâteuses. Il faut comme un peu milky, il faut comme un peu enlever les selles. Fait que souvent, après l'avoir vidé, on envoie un petit peu de lubrifiant dans le sac. On brasse le sac. Fait que là, à la prochaine vidange, les selles vont avoir tendance à glisser plus facilement euh, dans, dans la toilette. Il y a des éliminateurs d'odeur pour les gens que ça dérange, les odeurs. C'est des petites gouttes qu'on va mettre dans le sac. Ils glissent en petits tubes de voyage ou en plus grosse bouteille qu'on garde dans la salle de bain. Il y a aussi en aérosol. C'est vraiment un éliminateur d'odeur. Donc, il y a pas d'odeur à le push-push, là, je peux dire. Les petites gouttelettes vont se lier aux gouttelettes d'odeur et ça va les neutraliser. Donc, c'est pas comme du Febreze qui a une grosse odeur, c'est quelque chose qui ne sent pas. Tous ces conseils, là, on peut les trouver sur le site de Hollister. Toutes les pages sont là en anglais et en français. Et là, si vous êtes porteur d'une stomie, peut-être que vous ne portez pas les appareillages de Hollister. Il y a plein d'autres compagnies au Québec. Et honnêtement, chacun a de la poudre, chacun a des anneaux, chacun a une pièce, du 2 pièces, chacun a des rallonges, chacun a des éliminateurs d'odeur, du lubrifiant. On peut aller aux autres compagnies. C'est un peu comme quand on rentre à la pharmacie et s'acheter une boîte de Kleenex. Il y en a plein de sortes. Au bout du compte, c'est un carré blanc dans lequel on peut se moucher. Tu sais, on peut se moucher, c'est que peu importe la compagnie que vous prenez, le principe est le même. Donc là, c'est pas facile de parler tranquillement dans ma vie. On va faire un survol pour des trucs pour vivre avec une stomie. Donc, sport, confort. Tantôt, quand on m'a présenté, on a dit que j'avais un garçon. J'ai un garçon de 18 ans qui n'arrête à peu près jamais. À la base un joueur de hockey à la crosse. Donc, si jamais il y avait une stomie, il n'y en a pas. Mais il faudrait que je lui fasse porter un protecteur comme ça. Parce que la stomie, c'est un bout d'intestin. C'est une muqueuse, en fait. Une stomie, c'est la même chose que l'intérieur de votre joue. Elle n'a pas de terminaison nerveuse comparativement à votre joue. Si vous êtes déjà mordu, si on le sent, la stomie, non. Donc, si on joue au soccer aussi ou au football, si on donnait un coup sur la stomie, on pourrait la traumatiser, elle pourrait saigner et on le sentirait pas. Donc, on va porter un protecteur qui est en plastique qu'on attache avec une ceinture. L'autre que j'ai mis dans le milieu, c'est une ceinture en lycra qui a une pochette à l'intérieur. Moi, je la trouve pratique. J'ai beaucoup de mes patients qui trouvent ça pratique quand ils font du sport, quand ils vont courir. Pour le dodo aussi, il y a beaucoup de gens qui dorment nus. Puis quand ils se couchent sur le côté, bien souvent, le sac a une tendance à flipper. Surtout les gens qui dorment vraiment sur le côté. Le dos, le ventre, c'est moins pire, mais on a chacun nos habitudes de sommeil. Il y a des gens aussi qui vont dormir pas nus, mais en jaquette ou en t-shirt lousse et aiment que le sac soit soutenu. C'est quelque chose qui existe dans plein de toutes sortes de couleurs. C'est fait au Québec. La ceinture à droite, c'est pour les hommes, pour la plage. De plus en plus, c'est démystifié les stomies. Il y a beaucoup de blogueurs, il y a plein, on en voit partout. Moi, c'est bien parce que je vais à la plage avec mes enfants, je suis à l'Auglissade d'eau, j'en rencontre beaucoup de gens. Maintenant, les femmes en bikini, les stomies, mais c'est encore un choix personnel. Il y a des gens qui sont pas encore confortables de se promener avec leur sac de stomie sorti. Donc, chez les femmes, c'est facile. On peut porter une pièce, on peut porter un bikini à taille haute. Chez les hommes, c'est plus difficile à camoufler un sac de stomie, à moins de porter un vêtement UV, ce qui est en fait la mode. C'est moins la mode de se promener en bédaine maintenant avec tous les cancers de peau. Mais bon, si on veut se promener en bédaine avec notre maillot de bain, souvent les stomies chez les hommes sont en haut du nombril parce que anatomiquement, les hommes sont faits très courts de tronc. Donc, il y a un homme qui a inventé ça, une espèce de ceinture qu'on met et avec le maillot de bain par-dessus, ça fait l'illusion d'optique que le maillot de bain il est plus haut que ce qu'il est vraiment avec une bordure noire en haut. Donc, c'est quelque chose qui a été inventé. Fait qu'on peut faire tous les sports, comme j'ai dit tantôt, avec une stomie et se baigner. Les sacs sont à l'épreuve de l'eau. Petit truc, les gens qui ont des iléoconduits, des sacs urinaires, on disait souvent aux gens, mettez une serviette par terre, mettez votre sac de nuit pour les gens qui portent un sac de drainage de nuit. On peut aussi mettre un cintre entre votre matelas et le couvre-matelas, accrochez votre sac là-dessus, la nuit, puis de jour, on repousse le cintre quand on fait notre lit. De préférence, un cintre en plastique, ça graphine un peu moins qu'un cintre en métal. Ensuite de ça, truc pour diminuer les gaz.
Ben, stomie ou pas, certains aliments, ils vont donner des gaz. Donc, il faut faire des essais. Certains comportements contribuent à l'ingestion d'air. Fait que fumer, mâcher la gomme, boire avec une paille, parler en mangeant, les eaux gazéifiées. À l'époque, on avait juste du Perrier. Maintenant, là, les Bobli, là, il y a plein de choses. Il y a les soda stream. Donc, on prend beaucoup d'eau gazéifiée. Ça peut donner des gaz. Il y a des choses qui existent sur le marché, comme le Gazex, le Bino, qui peuvent aider. Je vous dis pas de prendre ça sur une base régulière, dans des circonstances particulières. On va au théâtre, on va voir quelque chose qui, ça va être silencieux dans la salle, on va être sûr de ne pas avoir de gaz. Mais ça peut aider. Un truc, mettre la main sur sa stomie, s'accoter sur un comptoir. Ce qui fait que la stomie a fait du bruit avec le gaz, c'est la vibration. Donc, quand on met la main sur la stomie, ça va vraiment plus camoufler le bruit. Les aliments qui aident à diminuer les odeurs. On va pas se le cacher, là, tantôt, là, ça fait 27 ans que je suis infirmière, j'ai fait 10 ans de colorectal, 17 ans de stomie, des selles, j'en ai vu passer, j'en ai senti. N'importe quelle nationalité, n'importe quelle langue, n'importe quelle couleur de peau, il y a personne qui sent les roses. S'il y a quelqu'un qui vous dit ça, ils sont menteurs. Une stomie ou pas une stomie, des selles qui viennent du côlon, ça sent. Donc, il y a des gens qui sont pas confortables à vider dans des endroits publics. Des petits trucs, le beurre, le pudding au riz, le yogourt, le jus de canneberge, peuvent aider à neutraliser un peu l'odeur des selles. Il y a des comprimés qui existent pour des occasions spéciales aussi. C'est tout en vente libre. Ça s'appelle du Devrom. C'est du bismuth subgalate. Ça peut aider. Et c'est du essai-erreur. On réagit pas tous aux mêmes aliments. On a tous nos aliments qui nous font pas. Il y a des aliments qu'on n'a aucun problème. Les gens qui portent des colostomies. Je l'ai mis en anglais le mot pancaking parce qu'il n'y a pas vraiment on n'a pas de traduction pour ça. En fait, là, c'est une galette de sel sous la barrière cutanée. Souvent, les gens vont faire, ah, que j'ai une odeur, mais j'ai pas de fuite. Souvent, c'est que les sels vont tous s'accumuler comme une belle grosse galette sous la barrière cutanée. Des trucs. Mais regardez, est-ce que votre sac a un filtre? Des fois, ça peut faire un effet vacuum. Donc, bloquez le filtre pour voir si ça va aider. Est-ce que quand vous avez appliqué votre sac la première fois, est-ce que vous avez mis de l'air dedans? Ça aussi, il faut qu'il y ait de l'air pour que les sels puissent se projeter dans le sac. Augmenter votre apport d'eau. Souvent, c'est que les sels sont trop collantes. On peut utiliser du lubrifiant dans le sac. Ça va aider à ce que les sels tombent dans le sac. Augmenter les fibres, fruits et légumes avec la peau. Pour les colostomies, ça peut aider. Vérifier sa consommation de gras. Il y a des gens qui mangent beaucoup de gras, il y a des gens qui ont plus de difficultés à digérer les gras. Les gens qui n'ont pas de vésicule biliaire, par exemple, quand il y a trop de gras dans nos selles, ben, les selles deviennent très, très, très collantes. Ils sont difficiles ils collent dans le sac. Vous savez, ils vont faire cette galette-là. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre des émollients fécales pour aider à rendre ça plus mou, moins collant. Les voyages, ben, pas parce qu'une stomie qu'il faut arrêter de voyager. Il faut juste voyager différemment. C'est pas parce qu'on a un enfant qui a une stomie qu'il faut arrêter. Il faut continuer de vivre. Il faut juste voyager différemment. J'ai une erreur, bagage 1G, vraiment désolé, luggage aurait 2G. Donc, on amène les appareillages. Si habituellement vous changez 2 fois semaine, calculez 4 appareillages par semaine. La nourriture, la chaleur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Amenez le double de ce que vous auriez besoin normalement. Après ça, dans le bagage à main. Oui, c'est sûr que si vous allez à Cuba et que votre bagage se rend au Mexique, c'est pas pratique. Mais c'est surtout que les appareillages astomie tolèrent pas très bien les changements de température. Donc, la soute à bagages, c'est très froid. C'est pour ça qu'on veut les garder avec nous dans l'avion. Si vous avez une colostomie, les voyages par air, vous savez, quand on prend l'avion, souvent on vient ballonner. Fait qu'une stomie aussi, vous pourriez avoir un petit peu plus de gaz. Fait que des fois, prendre un siège aller plus près des toilettes, des fois pour être capable d'aller enlever les gaz. Considérez les choses précoupées, les sacs qui sont précoupés, ou vous les coupez avant de partir. Comme ça, si jamais il y avait un changement d'urgence à faire dans une toilette qui est pas super, ben ça sera déjà coupé, vous aurez une étape de moins à faire. Apportez une liste aussi de ce que vous avez besoin, vos numéros. Puis, peut-être regarder s'il y a des vendeurs sur place où vous allez, parce que des fois, ça peut être, vous êtes parti au Mexique et il y a une méga tempête au Québec, vous pouvez pas revenir pendant 3 jours. Votre vol de Air Transat est cancellé. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc, c'est bien de savoir. L'Association québécoise des personnes euthanasiées a fait un beau passeport voyage qui est disponible sur leur site. C'est il est disponible
disponible dans 6 langues. C'est vraiment pour expliquer que vous êtes porteur de stomie, que si jamais on avait à vous fouiller vraiment manuellement, que vous avez un sac, de ne jamais enlever le sac, puis que si jamais il fallait lever vos vêtements, c'est de vous amener dans une salle à côté pour le faire. Donc, ça l'explique très, très bien. On va aller maintenant aux complications les plus fréquentes. C'est un cercle vicieux quand on commence à avoir des problèmes. Une peau saine, toute colle, tout est beau. Vous savez, la diapo que je vous ai montré tantôt, il y a un petit morceau de peau rouge, il y a des fuites. Ben, la peau rouge, ça va faire que ça colle pas bien. Ça colle pas bien, il y a une fuite, c'est une fuite. La peau magane encore plus. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc, il faut briser ce cercle vicieux-là, puis essayer de pas perdre le contrôle. Aussitôt qu'on voit une rougeur, il faut vraiment essayer d'attaquer le problème tout de suite. Donc, pourquoi j'ai ce problème-là? Est-ce que je suis rendue que j'aurais une bosse autour de ma stomie? Est-ce que ça peut arriver des hernies? Est-ce que j'ai un pli maintenant parce que j'ai pris du poids ou j'ai perdu du poids? Il faut se dire que les hommes vont prendre du poids beaucoup sur la bédaine. Les femmes, c'est plus long avant que ça l'affecte la stomie puisqu'on prend du poids sur la bédaine, les fesses, les hanches. Nous, on fait pas de jaloux, on répartit ça un peu partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu un pli? Est-ce que maintenant, j'ai commencé à jardiner, je n'avais jamais jardiné, je suis toujours à 4 pattes. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe avec la bédaine, d'enlever notre sac, puis de regarder, coucher debout, assis, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est que les enfants ont grandi, une grossesse, il y a quelque chose qui a changé. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe. C'est parce que maintenant, j'ai besoin d'une convexité, j'ai besoin de mettre une ceinture. Il faut jouer au détective. Remesurer sa stomie. Peut-être que, ben, justement, j'ai grossi, j'ai maigri, ça a changé. Fait que c'est vraiment pourquoi la dermatite irritative, c'est la complication qu'on voit le plus souvent avec les stomies. C'est vraiment l'exposition au sel ou à l'urine. Il faut vraiment trouver pourquoi. Parce que ça devient douloureux, ça devient dispendieux parce qu'il faut changer souvent. Vous pouvez toujours avoir accès à votre stomothérapeute si vous n'êtes pas confortable, vous savez pas quoi faire, allez chercher de l'aide. Mais souvent, la première chose, c'est peut-être de comprendre pourquoi tout d'un coup, est-ce que vous avez changé de compagnie? Avez-vous changé de numéro de produit que finalement, c'est pas approprié pour vous? Souvent, il y a quelque chose qui est arrivé. Le titre, ça devrait pas être poudre antifongique, ça devrait être infection fongique. Des infections fongiques, ça va arriver. L'humidité, c'est l'été, ça s'en vient. C'est toujours de trouver pourquoi il y a une infection. Il faut enlever qu'est-ce qui cause l'humidité. Est-ce que c'est parce que c'est l'été et qu'on passe la journée en maillot de bain avec notre sac mouillé? Ça peut être ça. Est-ce que c'est que je suis vraiment très pressée le matin, que ça me tente pas d'assécher mon sac, puis mon sac, il reste mouillé dans mes culottes, qui respire pas parce que je porte des bobettes qui respirent pas. Il y a une raison pour laquelle on va avoir une infection fongique autour de la stomie ou sur l'abdomen. Habituellement, la bibite, là, c'est du candida albicans. C'est vraiment de la clotrimazole en poudre. Si on n'en a pas, on peut toujours utiliser en crème. On attend un petit peu, on enlève la crème, on rechange notre appareillage. C'est pas l'idéal, c'est mieux de la poudre, c'est moins huileux, mais ça peut aider. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer le tinactin, le nicotin en spray. Chez certaines personnes, ça a fonctionné parce que l'infection fongique n'était pas si sévère. Puis que ça l'a séché. Ça l'a séché, puis ben, l'infection fongique est partie. Mais si vraiment elle est très bien implantée, l'infection fongique, ça fonctionnera pas parce que le pied d'athlète, c'est du Ténia P10, c'est pas la même bibite que celui qu'on trouve dans les selles. Fait que donc, trouver pourquoi. L'autre affaire qui peut vous arriver, que vous êtes capable de gérer, c'est de l'hypergranulation. Ça veut dire comme sur la photo que je vous ai montrée, voyez-vous la stomie? Puis voyez-vous le cercle bleu? C'est que moi, mon patient, il a continué de toujours couper à la même grandeur, puis sa stomie, elle avait ratissé. Le corps, ben, il a brûlé. Puis à un moment donné, ben, la brûlure, il l'a pas traité. Fait que là, à un moment donné, le corps s'est mis à produire. On appelle ça de l'hypergranulation. Fait que là, c'est fait cette belle bosse-là. Cette bosse-là, là, est douloureuse. Donc, pour, pour régler, voyez-vous, dans le bas, j'ai mis des nitrates d'argent. C'est comme des allumettes géantes. On passe ça juste sur où c'est surélevé. Ça va devenir gris, ça va sécher, ça va baisser. On change l'appareillage plus souvent et on coupe seulement pour voir la stomie. On couvre la partie qui est toute surélevée. Puis, on change plus souvent. Si jamais on décidait de pas s'occuper de l'hypergranulation, à un moment donné, le corps, il va se tanner, puis il va faire une croûte dessus, comme un peu la corne. Là, on appelle ça l'hyperplasie. Mais ça aussi, c'est douloureux. Ça peut saigner facilement. Il faut juste enlever la source. Fait que c'est de recouper l'appareillage plus petit,
de mettre du botanane trait d'argent, de consulter sa stomothérapeute. C'est toutes des choses qui se traitent, mais ça, c'est toutes des choses parce qu'on est trop exposé à l'humidité. Donc, il faut enlever l'humidité. La même chose peut se passer pour les stomies urinaires. Et là, on va avoir des petits cristaux blancs. Ça s'appelle des cristaux des dépôts de cristaux. C'est vraiment quand notre urine n'est pas assez acidifiée. Donc, on va faire la même chose. Il faut mettre du nitrate d'argent. Il faut rapetisser toujours notre appareillage pour éviter l'humidité sur la peau. Et là, on fait des trempettes de vinaigre. Ça veut dire qu'on prend un gaz, on met la moitié vinaigre, la moitié eau. Si ça chauffe un peu, on peut mettre un tiers vinaigre, deux tiers eau. On fait des petites trempettes quelques minutes. Ensuite de ça, on change notre appareillage. Mais le but, c'est de acidifier notre urine. Ça veut dire du jus de canneberge, boire plus de l'eau. Et on peut toujours consulter la stomo. On est toujours là pour vous aider.